Moi, je dirais qu'il y a eu en partie destruction. Hein. Déjà, Bartolomé de las Casas a parlé de la destruction des Indes. Il y a eu exclusion, marginalisation, et il y a eu aussi assimilation, et parfois des formes plus soft, disons, d'intégration. Toutes ces politiques ont existé. Si on refait l'histoire des rapports des États latino-américains avec leur population indienne, en particulier au XXe siècle, il y a eu des politiques d'intégration par assimilation ou d'assimilation par intégration, comme vous voudrez, et la plus forte d'entre elles a été l'indigénisme mexicain entre les années 30 et, disons, les années 70. Une politique d'État qui n'était pas exactement d'exclusion, qui était plutôt d'intégration, mais qui avait pour but quand même d'assimiler finalement les Indiens à la nation, qui avait pour but le métissage. La révolution mexicaine faisait l'apologie du métissage. Le métissage fait partie de l'idéologie de la nation mexicaine, etc. Alors d'autres pays au XXe siècle ont tenté d'appliquer la même politique avec beaucoup moins sans doute de force et beaucoup moins aussi peut-être de succès. La Bolivie, à partir de la révolution de 1952, le Pérou, la Colombie, ailleurs, etc. Et en réalité, cette politique n'a pas non plus été entrée en crise au moment, dans les années 70, par là, au moment où ce sont les moyens qu'ils avaient en main pour ce métissage, qu'il soit culturel ou qu'il soit économique ou sociaux, la réforme agraire par exemple, l'école, etc. Cette politique indigéniste, comme on l'appelait, a marqué un essoufflement et des difficultés, et s'est heurté à... Il y a eu un affaissement, enfin une crise des politiques nationales populaires, pour parler le langage que l'on parle en Amérique latine, dont l'indigénisme était un des éléments. Et lorsque cette politique est entrée en crise ou a reflué, sont apparus dans le même temps des mouvements indiens modernes d'affirmation de la diversité. Qui refusaient cette assimilation, d'une certaine façon. Et c'est ces mouvements-là qui viennent à constituer cette grande révolte indienne dont je parle. J'ai évoqué tout à l'heure des conditions structurelles en Amérique latine, par rapport à l'épuisement du modèle national populaire ou populiste, si vous voulez. Mais l'épuisement ne suffit pas à expliquer comment émergent de nouvelles flammes, de nouvelles dynamiques. Et c'est là qu'il faut, à mon avis, regarder les acteurs eux-mêmes et comment ces acteurs surgissent à partir des années 60. Les premiers à émerger sont curieusement sur les marges amazoniennes des États andins, en particulier en Équateur. C'est-à-dire chez des gens qu'on considérait à l'époque encore parfois comme des sauvages, et qui étaient en réalité bien plus modernisés qu'on ne le soupçonnait. Et la première organisation moderne indienne, c'est la fédération Shuar, c'est-à-dire chez les Jivaros, les coupeurs de tête, comme on se les représentait. Et c'est autour de problèmes d'écoles radiophoniques, d'élevage, etc. Oui, c'est ça, d'accès à l'élevage ou au commerce, que s'organisent ces premiers mouvements. Et il en est de même ensuite, à peu près dans tous les pays, et ensuite dans les Andes, mais aussi en Amérique centrale, au Mexique, etc. Apparaissent des organisations et des luttes qui prônent finalement, qui sont portés, voilà, comment l'expliquer, ils sont portés par des jeunes. Et souvent ce ne sont pas des mouvements de lutte
pour conserver la tradition. Au contraire, ce sont des mouvements contre la tradition. C'est ça qu'il faut voir. Ce sont des mouvements d'affirmation de l'identité indienne, mais qui sont liés à une lutte de génération au sein de la communauté. Souvent, c'est des fractures dans les communautés entre les anciens, porteurs d'une tradition conservatrice et sclérosée, et des jeunes qui, eux, veulent s'émanciper de ce contrôle des anciens et veulent continuer à s'affirmer indiens, mais en intégrant des dimensions de la modernité, en se modernisant à travers l'école, à travers la production, à travers des programmes de santé, à travers des programmes culturels, etc. Et surtout en prenant en main leur propre sort, c'est-à-dire que c'est une affirmation d'autonomie. Aujourd'hui, en effet, le mouvement indien est passé par différentes phases, par différentes étapes. Parfois, ce qui était mis en avant, c'était une dimension culturelle. Par exemple, à l'occasion du 5e centenaire de la découverte, c'était la dimension symbolique et culturelle qui était mise en avant par ces organisations. À d'autres moments, c'était plutôt une dimension sociale par exemple de redistribution des terres, etc. Et à d'autres moments, une dimension politique au sens de prise en main des instances locales ou régionales et d'influence sur les instances nationales. Mais aujourd'hui, ce qui apparaît, ce qui est le plus évident, le plus visible, ce sont les conflits autour de problèmes de l'environnement, un peu partout en Amérique latine. Et c'est à mettre en relation avec la nouvelle forme de la globalisation, de la mondialisation, et avec la crise financière, avec l'émergence de nouvelles économies, des pays émergents. Les matières premières sont devenues de nouveau l'objet d'une très grande, comme vous le savez, d'une très grande concurrence, compétition dans le monde. Et beaucoup de pays latino-américains dont nous sommes en train de parler ont des richesses minières, pétrolières, hydrauliques énormes et deviennent donc des enjeux, pas seulement pour les pays occidentaux, mais aussi pour des économies comme celle de la Chine, qui sont de plus en plus présentes dans les pays latino-américains. Et du nord au sud du continent, en incluant le Canada et les États-Unis, et jusqu'à la Terre de Feu, les conflits autour de l'extraction minière, ou pétrolière, gazière, ou des barrages hydroélectriques est devenu quelque chose occupe le devant de la scène en réalité. Vous trouvez une multiplication de ce type de conflits. Or, beaucoup des zones en question, en jeu, sont des zones des territoires indiens, où les Indiens ont été souvent marginalisés, rejetés, parce que ce n'étaient pas des terres agricoles, mais ce sont des terres où les mines sont, ou d'autres ressources, forestières aussi par exemple, sont l'objet d'une concurrence féroce aujourd'hui. Et donc ils se trouvent au centre de ces conflits. Et dans la défense de leur territoire, de leur environnement, de leur cadre de vie, contre des projets productivistes qui détruisent cet environnement. Et les conflits sont multiples au Pérou, par exemple, comme vous le savez, dans les Andes, mais aussi en Amazonie. L'Amazonie brésilienne de même, partout en réalité, le sud du Chili également. Et dans ces conflits-là, les indigènes sont très présents, mais souvent articulés avec des populations non indigènes qui sont dans la même situation, mais qui n'ont pas, dans les dernières décennies, la même tradition de lutte. Ce qui fait que ce sont les indigènes qui sont les plus en avant, les plus modernes dans ce domaine aussi, souvent, que les non-indiens. On le voit même au Canada, où dernièrement un nouveau
une nouvelle organisation est apparue qui s'appelle Idle No More, c'est-à-dire plus jamais apathique, si vous voulez, on peut traduire comme ça, plus jamais l'apathie, si vous voulez, ou la passivité, et qui est menée par des femmes, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici du rôle des femmes, on a parlé des acteurs, mais souvent les acteurs sont des femmes, mais certaines sont très connues, Rigoberta Menchú, historiquement dans le mouvement indien, je veux dire, des dernières décennies. Mais encore aujourd'hui, c'est vrai, des Rigoberta Menchú, il y en a des dizaines et des centaines. Bon, ce n'est certainement pas la seule faiblesse des démocraties en Amérique latine. On pourrait en recenser bien d'autres, et certains de mes collègues que vous avez interviewés en ont signalé d'autres, avec raison. Mais il est vrai que la perpétuation du racisme, la perpétuation d'un problème identitaire fort est quelque chose qui va contre la reconnaissance de droits égaux, de la reconnaissance de l'égalité, qui est quand même un des fondements de la démocratie. Mais de ce point de vue-là, il faut dire que justement, les luttes indiennes des dernières décennies ont beaucoup fait pour l'approfondissement et la consolidation d'une véritable démocratie. Pas d'une démocratie seulement au sommet, pas seulement d'une démocratie au niveau de la reconnaissance des droits dans la Constitution, ce qui est déjà un progrès aussi, mais d'une démocratie concrète enracinée dans les pratiques et dans les esprits, de la reconnaissance de l'égalité de tout homme, et de la dignité bon. Et donc, on pourrait dire une dimension, disons, culturelle de la démocratie qu'ils ont contribué à étendre et à consolider. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose de très important et qu'il faut mettre au bénéfice des luttes indiennes. Non, je crois que beaucoup a déjà été fait dans les 50 dernières années en Amérique latine. Il faut le reconnaître et le souligner que beaucoup a été fait à la base, mais aussi au niveau national. Dans certains pays plus que dans d'autres. Mais le monde d'aujourd'hui et la vision du monde qu'on a en Amérique latine n'a plus rien à voir avec celle qu'on avait il y a 50 ans. Donc il s'agit de consolider ces acquis, de les développer, et en réalité on peut faire confiance aux acteurs sociaux et aux acteurs politiques, certains d'entre eux en tout cas, pour que les différentes choses qui ont été acquises soient étendues, prolongées et développées. On peut parler du domaine social, culturel, politique, etc. Et je pense que le mouvement n'a pas donné encore n'a pas encore réalisé toutes ses potentialités, et que c'est à ce mouvement qu'il faut faire confiance, plus qu'à une politique verticale du haut vers le bas, qui, elle, ce n'est pas rien. Il faut évidemment que les relais soient pris par les instances politiques nationaux et aussi internationales, mais la parole revient surtout aux acteurs. Je dirais que je suis modérément optimiste. La dynamique peut se poursuivre, cette dynamique de reconnaissance et d'extension des droits, mais elle est également menacée par bien des facteurs. Et elle se joue, je vous le dirais, elle se joue dans l'urbanisation et la migration. Or, les identités traditionnelles volent en éclats, mais ça, c'est pas toujours un mal. La possibilité donc de créer des nouvelles formes d'affirmation culturelle, elles sont plus grandes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a un demi-siècle,
Mais rien ne dit que cela va se poursuivre dans le contexte des villes où vivent aujourd'hui la grande partie des Indiens et des indigènes, des Indiens, et dans la migration. Il faut dire que beaucoup des populations indiennes ont eu à migrer depuis le Mexique aux États-Unis, depuis l'Équateur en Espagne, etc. Et qu'il y a un phénomène de reflux aussi avec la crise. Donc on est dans une période quand même de grande incertitude sur comment ces populations vont subvenir à leurs besoins et pouvoir alimenter les dynamiques qu'ils ont mis en marche eux-mêmes. Mais ils ne sont pas les seuls, hein. Le monde entier aujourd'hui est dans une grande incertitude, et en particulier nous, Européens, sur nos capacités de poursuivre les dynamiques démocratiques. Donc, mais il est vrai que qu'en Amérique latine, la crise est moins apparente, mais la manière dont les populations indiennes s'inscrivent dans les nouvelles formes d'urbanisation, de modernisation, d'émergence économique et de mondialisation est tout à fait sujette à des conflits, des incertitudes, des bouleversements, comme on le voit d'ailleurs dans ces conflits dont on a parlé autour des ressources, des matières premières et des ressources premières. Rien ne garantit un avenir radieux pour les communautés indiennes, mais en même temps, rien ne dit non plus qu'elles vont être balayées totalement. Donc, on est dans cette ouverture de l'avenir, je dirais.